copie est parvenue à notre rédaction. Le gouvernement de la RDC exprime sa vive préoccupation face aux marches forcées organisées dans plusieurs localités de l'Est du pays sous occupation rwandaise par les éléments du M23, agissant aux côtés de forces de défense rwandaises, notamment à Uvira le 16 décembre, à Kamanyola le 19 décembre, à Goma le 22 décembre, à Bukavu-Sake, c'est 23 décembre 2025. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques inacceptables consistant à contraindre de populations civiles, y compris femmes et jeunes, à participer à de manifestations présentées comme un soutien à la présence illégitime de forces d'occupation rwandaises et de leurs supplétifs. Ces agissements constituent une manipulation politique et psychologique de communautés locales assimilable à une véritable prise d'otage collective. Le gouvernement rappelle avec la plus grande fermeté que toute tentative d'utiliser le Congolais et Congolaises comme bouclier humain ou instrument de propagande pour légitimiser une occupation imposée par un pays agresseur constitue non seulement une atteinte grave à la souveraineté nationale, mais également un crime flagrant contre la dignité humaine. Ces violations répétées inacceptables de droits fondamentaux de citoyens seront sévèrement sanctionnés et ne resteront jamais impunis. Face à ces faits criminels, le gouvernement de la RDC réaffirme sa détermination à protéger la population civile, à rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et à traduire en justice les auteurs et commanditaires de ces actes contraires aux droits humains et aux valeurs républicaines. Le gouvernement salue la bravoure de la population qui résiste à la manipulation de l'ennemi et appelle l'ensemble de la population à rester vigilant, solidaire et confiant dans les institutions nationales ainsi que dans les forces armées de la République qui œuvrent sans relâche pour la défense du territoire, la sécurité des citoyens et la préservation de la paix. Enfin, le gouvernement réaffirme son engagement résolu dans le processus de paix en cours en vue d'un retour durable de la paix, de la stabilité et du développement dans l'Est du pays et de l'ensemble de la région de Grand Lac. Dans l'actualité également, une délégation de députés nationaux du Sud Kivu chez la première ministre de la RDC. Au menu de la rencontre, la dégradation de la situation sécuritaire dans la dite province de la RDC, notamment l'occupation d'Uvira par le mouvement rebelle AFC 123 soutenu par le Rwanda. À Kinshasa, les députés nationaux du Sud Kivu ont obtenu des assurances fermes du gouvernement. Reçue par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la délégation conduite par le président du caucus provincial, le député Prince Koko Lakatitima, a évoqué la dégradation de la situation sécuritaire dans la province marquée par l'occupation d'Uvira par le M23. Les élus saluent la détermination du gouvernement à soutenir les forces armées de la RDC ainsi que le Wazalendo engagés sur le terrain. Ils dénoncent également les tentatives de manipulation de la population tout en affirmant leur fidélité aux institutions et au processus démocratique. Nous pouvons vous dire que tous les députés du Sud Kivu sont déterminés à accompagner nos FRDC, nos Wazalendo qui sont sur terrain. Nous sommes derrière le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes derrière notre gouvernement, le seul gouvernement que nous avons. Sur le plan humanitaire, une commission pilotée par le vice-premier ministre de l'Intérieur sera mise en place afin d'accélérer l'assistance aux déplacés internes et aux réfugiés congolais dans les pays voisins. Vous avez plusieurs déplacés internes dans la province du Sud Kivu, dans les différents territoires. Et nous avons plaidé pour que le gouvernement puisse venir en assistance à tous ces déplacés. Nous avons également parlé des réfugiés qui se trouvent dans les pays comme le Burundi. Nous avons des réfugiés qui sont en Tanzanie, d'autres en Ouganda. Nous sommes contents que le gouvernement est sensible à assister ces personnes vulnérables. Nous sommes contents parce qu'il y a une commission qui est mise en place, présidée par le VPM de l'Intérieur, qui regarde déjà ces questions-là.
Et nous allons donc comme groupe entrer en contact avec lui pour suivre de près cette situation-là d'assistance. Les députés quittent la primature rassurés et appellent la population à maintenir sa confiance dans le gouvernement et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le retour durable de la paix dans l'est du pays. Au pays, le président de la RDC a échangé avec son homologue togolais, médiateur désigné par l'Union africaine dans le processus de paix en RDC. Blandine Zovo, bienvenue Kabamba et Coco Molicho. Médiateur désigné par l'Union africaine dans le processus de paix en République démocratique du Congo, Faure Esozina Nyasingbe, président du Conseil de la République togolaise, est arrivé ce lundi en début d'après-midi à Kinshasa par l'aéroport international de Njili pour une visite de travail de quelques heures. Cette visite fait suite à la signature des accords de paix signés à Washington sous les bons offices du président américain, cérémonie à laquelle il avait pris part sur invitation du président Donald Trump. Après les cérémoniales d'accueil en présence des officiels de deux pays, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte ont pris place au pavillon présidentiel pour un entretien de plus de 3 heures. Rien n'a filtré de leur entrevue, mais tout porte à croire que les questions d'intérêt commun dans le cadre de la coopération bilatérale qui existe entre la République démocratique du Congo et le Togo ont été évoquées, ainsi que la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Dans le cadre de la mission de médiation régionale lui confiée par l'Union africaine, le médiateur Faure Nyasingbe a été chargé de faciliter une solution africaine durable à la crise qui secoue l'Est de la RDC. Faure Esozina Nyasingbe, président du Conseil de la République togolaise et médiateur désigné de l'Union africaine dans le processus de paix en RDC, a salué l'accord de paix signé à Washington, perçu par l'ensemble du continent africain comme une avancée diplomatique majeure, même si les défis sur le terrain demeurent encore préoccupants. C'est une deuxième visite de travail du président du Conseil togolais à Kinshasa, après celle du 16 avril 2025, juste après sa nomination intervenue 4 jours plus tôt. Bien avant, le président de la RDC a lancé le lundi 22 décembre 2025 à Mankao, dans la commune de Maluku, le travaux de construction de la cité industrielle sino-congolaise et de la plateforme hospitalière Marthe Kassalou, deux infrastructures dont l'aménagement s'intègre au projet d'extension de la ville de Kinshasa. Regardez. Le projet d'extension de Kinshasa prévoit... Voici c'est à quoi va ressembler l'extension de la ville de Kinshasa dans les prochaines années. Kinshasa Kiamona, ou Renaissance de Kinshasa, est le nom choisi pour ce méga projet immobilier situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville, dans la périphérie est. Il s'agit d'un projet d'extension majeure vers l'est de la ville, sur le plateau de Bateke, dans la commune de Maluku. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de cette commune urbano-rurale ce lundi 22 décembre 2025 pour le lancement de travaux de construction de la cité industrielle sino-congolaise et de la plateforme hospitalière Marthe Kassalou, deux infrastructures dont l'aménagement s'intègre au projet d'extension de la ville de Kinshasa. Porté par China East Africa Development, ce projet majeur, vision du chef de l'État, est un investissement d'environ 12 milliards de dollars américains et une implantation de 1200 usines en 5 ans, en raison de 20 usines par parc industriel, ce qui va générer 225 000 emplois directs, dont 30 000 emplois au cours des 12 premiers mois dès le démarrage, a indiqué le représentant du partenaire sino-congolais dans son mot. Au-delà de la cité industrielle, il est prévu la construction d'une plateforme hospitalière infirmière, Mama Marthe Kassalou, qui sera réalisée par le consortium belgo-marocain IIDG-TGCC et financée via un crédit de la Banque publique des investissements France avec la banque allemande Commerce Bank pour 133 millions d'euros. Pour le représentant du consortium de l'entreprise des travaux généraux de construction de Casablanca, la première phase de travaux prévoit la construction d'un grand complexe hospitalier pluridisciplinaire de pointe, d'un centre de référence sous-régional d'oncologie sur une superficie de 36 000 m² et 10 hectares d'aménagement extérieur avec un héliport. Pour le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, il s'agit donc d'un acte politique majeur. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui dépasse largement le cadre symbolique d'un démarrage solennel des travaux. Elle constitue un acte politique majeur
une décision stratégique assumée et surtout une rupture nette avec des décennies d'urbanisation subie, désordonnée et économiquement inefficace. Afin de matérialiser votre vision, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le gouvernement a fait le choix d'une approche nouvelle, celle de faire de la planification urbaine un levier de développement économique. Et c'est sur ces entrefaites que le chef de l'État a procédé à la pose de première pierre de construction de la cité industrielle et de la plateforme hospitalière infirmière Maman Marthe Kassalou en présence de nombreux officiels. Bien plus qu'un projet immobilier ou infrastructurel, le projet d'extension de la ville de Kinshasa apporte des réponses concrètes aux principales préoccupations des populations quinoises, notamment la cogestion urbaine, les embouteillages, les inondations ou encore l'insalubrité. Poursuivons ces journaux. La commission défense et sécurité a auditionné hier le vice-premier ministre de la fonction publique sur l'intégration des éléments de FARDC et ceux de la police dans la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'État. Les détails avec Joseph Oscar Balkaïj. À la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, était face aux députés nationaux. Les membres de cette commission ont voulu s'imprégner du dossier relatif à l'affiliation des éléments des FARDC et de la PNC à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Après avoir écouté les questions techniques et calibrées des élus du peuple, les membres effectifs de la commission défense et sécurité, dans une séance à huis clos, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a répondu au dire des élus aux questions qui lui ont été posées par les députés nationaux et promet d'envoyer d'autres réponses bien structurées par écrit. La commission défense et sécurité poursuit avec cette série d'auditions sans désemparer. L'école nationale d'administration ENA n'est plus simplement une institution de formation, mais un laboratoire d'excellence. C'est en ces termes que le vice-premier ministre de la fonction publique s'est exprimé lors de la cérémonie de certification en ISO 9001 de l'ENA. Nadine Kilocho, Cédric Enina et Moké Malouma pour le reportage. C'est une étape historique pour l'École nationale d'administration de la République démocratique du Congo. L'ENA vient d'obtenir la certification internationale ISO 9001, un label de qualité qui consacre les efforts de modernisation entrepris depuis plusieurs mois. Lors de la cérémonie officielle organisée à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a salué ce nouveau cap franchi par l'ENA. L'ENA n'est plus seulement une institution de formation. Elle doit être un laboratoire d'excellence, un creuset d'éthique et un lieu de renouvellement des élites publiques. Aujourd'hui, la certification ISO 9001, délivrée par l'Association française de normalisation, AFNOR, vient consacrer de manière tangible et incontestable l'alignement de l'ENA sur cette vision. Elle est le couronnement d'un travail acharné, méthodique et collectif, mené en un temps record. De son côté, le directeur général de l'ENA, Tomo Lamouké, a exprimé sa fierté pour cette reconnaissance internationale et a promis de maintenir le cap avec un personnel engagé et des méthodes modernisées. L'entrepreneuriat institutionnel, c'est ce qu'on a fait à l'École nationale d'administration dans l'implémentation de la norme ISO 9001. Le premier pilier, c'est le leadership entrepreneurial et audacieux, c'est-à-dire un leadership capable de se frayer un chemin dans la complexité, un leadership capable de transformer le lieux arides en terres arables. Pour avoir la légitimité de prétendre reformer l'État, l'ENA se doit elle-même d'être reformée, de refléter les standards d'excellence opérationnelle le plus élevés possible. Avec cette certification, l'ENA s'aligne désormais sur les standards internationaux de qualité en matière de formation et de gestion administrative, consolidant son rôle de locomotive de l'excellence dans le service public congolais. En bref, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a pris part à la session de décembre du comité de suivi de recommandations issues des États généraux de la communication et médias. C'est mardi 23 décembre à Kinshasa. Parmi les avancées majeures, Patrick Mouyaya a mis en exergue la promulgation de l'ordonnance loi communément appelée loi Mouyaya. Ces textes modernisent le cadre légal de l'exercice de la liberté de la presse, posent de base de la viabilité économique de médias et consacrent le droit de journaliste. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Et puis l'enjeu stratégique du cyberespace congolais, sujet de mémoire de Master 2 défendu par le général-major Alexis Mutombo au Collège de hautes études et de stratégie de défense Chase de Séverine Pascal Katanda.
Devant un jury costaud, l'impétrant du jour, le général de brigade Mutombo Pumbwa Alexis a présenté les enjeux stratégiques du cyberespace congolais. Lors de la défense publique de son mémoire de Master 2 à l'école doctorale du Thiès, le cyberespace n'est plus qu'un espace illidique, il est désormais un espace de conflictualité et que tout État se doit de maîtriser. Il a par la suite martelé sur le cyberespace, un domaine stratégique et souverain. Quelques axes stratégiques ont été proposés devant renforcer ceux déclinés dans le plan national du numérique et la stratégie nationale de cybersécurité avec un accent sur l'intégration de l'état-major général de FARDC dans tous les dispositifs de cyberdéfense et l'élaboration d'une doctrine subséquente. Ainsi, ce travail lui a valu la mention grande distinction. Après débat et délibération, le jury vous informe que ce mémoire est reçu avec la mention grande distinction. La voix reste